Alors, bonsoir, chers ouvriers. Bienvenue sur Zoom Édifice commun. Je suis Akiniko Soudesi, membre du Collège des administrateurs d'Édifice commun. Alors, ce soir, j'ai l'honneur d'être la modératrice de ces moments. Et donc, permettez-moi un moment de vous présenter la plateforme Édifice commun, qui est une plateforme d'échange et de communication qui a pour mission de faire renaître et de renforcer la fibre patriotique en chaque Gabonais, de développer une véritable culture de la notion d'intérêt supérieur de la nation. Édifice commun a pour but d'encourager le changement de mentalité parce que nous en avons besoin. Édifice commun est là pour booster le volontariat et la matérialisation des actions d'intérêt général. Alors ce soir, nous avons le privilège de recevoir un invité de marque pour un thème très important. Et donc, il s'agit de M. Donald Urbain Ndingui, qui est un entrepreneur, coach et formateur en management, leadership et éducation financière. Et donc, bonsoir encore, chers tous. Je vais laisser la parole à notre invité, qui aura 10 petites minutes pour nous faire la présentation de son thème. Il s'agit de la solidarité et le patriotisme économique et financier. Alors, il aura 10 petites minutes, après quoi chaque personne ici présente pourra poser des questions. Pour poser une question, c'est simple, il suffit de lever la main et on vous donnera la parole. Donc, à vous, Monsieur Donald Urbain Ndingui. Ok, merci infiniment Daisy pour cette présentation. Très heureux d'être parmi vous et vraiment c'est un honneur pour moi d'avoir été invité par la plateforme Édifice commun pour échanger sur cette thématique-là qui nous importe tous. Très heureux d'être là parce que je suis au milieu en fait de mes frères, de mes sœurs gabonais qui partageons tous donc les mêmes ambitions de voir le pays se développer d'une manière ou d'une autre avec toutes les bonnes volontés. Et je tiens déjà à féliciter la plateforme Édifice commun pour tout ce qui est fait depuis un certain temps, parce que j'ai bien vu que la plateforme a commencé par organiser les activités d'interview sur le groupe WhatsApp. Et là, aujourd'hui, on est passé à un niveau un peu plus élevé. Et vraiment, chapeau à vous. Alors moi, en ce qui me concerne, nous allons parler aujourd'hui donc de ce thème. Et je vais baisser voilà, un petit peu ici. Alors, un petit résumé de ma personne. Je suis bien Donald Urbain Ndingui. Alors, je suis normalement comptable et financier de formation, mais je me définis plus comme étant un formateur, un coach en entrepreneuriat et en éducation financière, comme venait de le dire tout à l'heure Daisy. Et aujourd'hui, nous allons parler de justement la solidarité, le patriotisme économique et financier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons quand même faire un état des lieux. Nous allons brosser un état des lieux pour que nous puissions comprendre en fait pourquoi est-ce que nous parlons de ce thème ce soir. Alors l'état des lieux va se faire à plusieurs niveaux. Déjà, regardons ce qu'il y a sur le plan mondial ici. Alors, sur le plan mondial, on va prendre trois aspects. Hein. On peut prendre beaucoup plus que ça, mais on va prendre trois aspects pour l'instant. On constate que l'extrême pauvreté est concentrée en Afrique. Donc, plus de la moitié de l'extrême pauvreté est concentrée en Afrique. C'est près de 500 millions de personnes en Afrique qui vivent dans l'extrême pauvreté. Je ne dis pas simplement pauvreté, mais je dis l'extrême pauvreté. Et la pandémie liée au coronavirus n'a fait qu'augmenter justement ce taux de pauvreté-là en Afrique, dans le monde entier évidemment, mais beaucoup plus en Afrique. Et sur le plan mondial, les statistiques démontrent que la pauvreté, pour qu'elle disparaisse complètement d'une famille, c'est environ à sa 6e génération. Cela voudrait dire que si aujourd'hui dans nos familles, la pauvreté subsiste encore, cela voudrait dire que
il y a 6 générations, le travail n'a peut-être pas été fait comme il se devait et qu'aujourd'hui, nous sommes donc responsables des 6 prochaines générations parce que si nous avons des neveux et des nièces en Afrique, ce sont nos enfants. Et si nous avons commencé nous-mêmes à faire des enfants, ça veut dire que nous avons commencé à créer une nouvelle génération et les 6 prochaines générations ne devraient pas souffrir des mêmes problèmes de pauvreté. Donc, nous sommes responsables de la pauvreté à partir de là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez que là, on parle de pauvreté avec les personnes qui sont déjà existantes et même avec les personnes qui ne sont pas encore sur Terre. Donc, on parle d'équipe, même sur le plan spirituel, vous voyez bien. Donc, ça, ce sont les faits, c'est un peu un état des lieux, mais regardons un peu ce qui se passe au niveau de l'Afrique de manière beaucoup plus spécifique. On constate effectivement qu'au niveau de l'Afrique, on importe quasiment pour 80% de ce que nous consommons. Et sur le plan mondial, nos exportations ne représentent même pas 3%. C'est vraiment en dessous de 3%. Et en termes d'entreprises performantes sur le plan mondial, sur les 2000 entreprises les plus performantes, l'Afrique ne compte que 1,05%, c'est-à-dire 21 entreprises. Et la plus performante des entreprises en Afrique, elle occupe en fait le 329e rang sur les 2000 entreprises les plus performantes au monde. Donc, c'est vraiment un indice assez important. Lorsqu'on regarde le taux de mortalité des entreprises en Afrique, notamment les PME, c'est entre 2 et 5 ans. Donc, lorsqu'une entreprise est créée, elle ne met pas plus de 2 ou 5 ans. Et selon les pays, le taux le taux de mortalité avoisine quasiment les 80%. Là, si on cherche les entreprises centenaires, donc les entreprises qui ont plus de 100 ans en Afrique, ben, la première, c'est celle qui est à Maurice, c'est la Poste de Maurice qui a 249 ans aujourd'hui. Donc ça pose quand même problème du fait qu'on crée des entreprises, mais on a des entreprises qui n'atteignent pas la centaine d'années. Donc c'est quand même assez problématique. Maintenant, essayons de regarder le problème de manière spécifique encore plus au niveau du Gabon. Déjà, on peut analyser un peu les causes. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état de fait là? C'est qu'on constate que sur le plan de l'Afrique, il y a quand même une absence de culture entrepreneuriale. Et puis, les Africains prennent très peu de risques en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et donc, on se rend bien compte que la plupart des personnes qui entreprennent dans le continent, ce sont plus des personnes qui viennent d'autres continents. Et puis, on est aussi confronté à un environnement des affaires qui n'est pas encore très stable en Afrique. Et on n'arrive pas encore à s'adapter avec l'évolution du monde parce que le monde ne demande pas notre autorisation pour évoluer. Mais nous, on a encore du mal à s'adapter à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, par exemple, la digitalisation des business, les transferts de fonds, les assurances et plein de choses. On n'arrive pas encore à s'adapter. Ça se fait quelque part, mais ce n'est pas très important comme dans d'autres pays développés. On a une véritable vision qui n'est pas très claire au sein des entreprises que nous mettons en place, notamment les promoteurs. Souvent, lorsqu'ils ont des idées d'entreprise, ils se lancent tout de suite parce qu'ils sautent l'étape de projet. Donc, on a l'idée et tout de suite, on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, on a sauté une étape importante. Et du coup, on n'a pas une vision d'avenir très, très développée. Et donc, on se retrouve avec des entreprises qui n'ont pas 100 ans d'existence et des entreprises qui ne sont pas très performantes. Il y a également le défaut de tableau de bord. Hein. La plupart des entrepreneurs n'ont pas vraiment un tableau de bord pour les orienter sur ce qu'ils ont à faire durant la vie de leurs entreprises, même après leur passage sur Terre. Il y a également la concurrence du secteur informel qui est très, très importante contre le secteur formel. Et aujourd'hui, nos États ont du mal à maîtriser encore ce secteur d'activité-là. Mais ce secteur informel nourrit ça de beaucoup de personnes, mais il empêche aussi au secteur formel d'être compétitif et empêche à l'État de recouvrer des impôts, hein, donc des ressources importantes. On a également, en 6e point, la mauvaise gestion, parce qu'il faut le dire, hein, en Afrique, bon, c'est pas que l'Afrique, mais beaucoup plus en Afrique, on confond vraiment le chiffre d'affaires, notamment la recette et les revenus personnels, tout est un peu confondu. Et on arrive donc à une mauvaise gestion de nos entreprises, ce qui fait que les entreprises ferment très tôt après qu'elles aient été créées. Donc, ça sont vraiment les causes au niveau de l'Afrique. Maintenant, au niveau du Gabon, si nous prenons quelques statistiques au niveau du Gabon, on se rendra bien compte qu'en 2016, seulement en 2016, il y a eu à peu près 10 000 entreprises créées. C'est énorme, 10 000 entreprises créées en une année. C'était en 2016 et comme par hasard, c'était
durant la période des élections présidentielles. Parce que juste après, lorsqu'on regarde 2018, on a juste 1556 entreprises créées, donc il y a quand même un déficit, enfin un taux d'écart de près de 85% en moins entre 2016 et 2018. Qu'est-ce qui expliquait qu'il y ait 10 000 entreprises créées en une année durant la période des élections présidentielles et qu'en 2018, 2 ans plus tard, on est seulement 1556 entreprises. Alors, le troisième point, c'est que c'est un fait. En 2020, donc sur les 7 premiers mois jusqu'au 30 juillet, le Gabon a enregistré 1596 entreprises créées. Donc, sur les 7 premiers mois de l'année, on a dépassé de 2,57% le nombre d'entreprises créées en 2018. C'est pas mal. Cela représente quand même 20 entreprises par mois, hein, sachant qu'il y a à peu près 1200 entreprises qui ont été créées en 2 mois. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Et si on va plus loin dans les analyses, dans les constats, dans les faits, aujourd'hui au Gabon, on peut totaliser 120 000 entreprises créées. Et sur ces 120 000 entreprises créées, 46% sont du secteur, je veux dire, privé, et 54%, donc plus de la moitié, mais c'est le secteur public. On aurait souhaité sur le contraire, mais bon, ce sont les faits. Et sur le taux d'employabilité, on voit bien qu'il y a 36% de la population qui est encore exclue du système formel de l'emploi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Et c'est un peu difficile quand même avec 120 000 entreprises existantes, 1596 créées en une année, notamment en 2020. Et là, on voit aussi que le taux de chômage en 2019, il avoisine les 20%. Et on sait tous que le taux de chômage correspond aux personnes diplômées et qui se retrouvent sans emploi. Donc, on ne tient pas compte des personnes qui ne sont pas diplômées. Si on les rajoute, le chômage est à un niveau encore plus élevé. Enfin, en ce qui concerne le Gabon, nous avons 800 000 Gabonais économiquement faibles. Donc, vous allez comprendre en fait la raison pour laquelle aujourd'hui, ce soir, nous parlons de solidarité, de patriotisme économique et financier. Donc ça, ce sont les faits. Alors, si on fait une petite analyse sur les faits là, que je viens de vous exposer par rapport au Gabon, on peut se rendre compte que nous avons un gros problème quand même sur nos ambitions à créer des emplois, surtout à booster le secteur privé, parce que si on ne le fait pas, nous aurions du mal à réduire le taux de chômage et évidemment à diminuer le nombre de Gabonais économiquement faibles. Donc, notre écosystème entrepreneurial pose quand même beaucoup de problèmes parce qu'on ne peut pas créer autant d'entreprises et se rendre compte qu'il y a encore le chômage à ce niveau-là. C'est vrai qu'actuellement, on parle du coronavirus qui a amplifié un peu le taux de chômage, mais avant le coronavirus, il y avait déjà le chômage quand même. Mais en même temps, il y a des entreprises qui créent tout le temps. Et ces entreprises, ce n'est pas l'État qui les crée forcément, ce sont des privés, donc des Gabonais, ou d'autres nationalités qui sont installées au Gabon et qui créent des entreprises. Et on devrait donc se poser la question, que faire? Les gouvernants devraient faire quoi précisément pour améliorer la situation? Les acteurs économiques que nous sommes, que devrions-nous faire pour améliorer cela? Parce que les gouvernants ne sont pas les propriétaires de l'État, ce sont des acteurs de l'État et qui mettent en place des programmes, mettent en place des lois pour que des entreprises se créent et qu'il y ait de l'emploi. Parce que quand même, 60% des emplois dans tous les pays du monde sont créés par des PME. Et si on ne permet pas aux PME d'être performantes, ben on ne pourra pas créer justement ces 60% d'emplois dans le pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on gagnerait à créer de la performance au sein de nos PME et à développer un écosystème entrepreneurial beaucoup plus favorable, notamment en termes de fiscalité, qui soit adapté vraiment à nos réalités locales, parce que notre fiscalité est un peu calquée de la fiscalité européenne et précisément française. Donc, on devrait mettre en place une fiscalité vraiment adaptée à nos réalités. Et ça, c'est un travail important à faire. En ce qui concerne les acteurs économiques que nous sommes, hein, notamment nous, les Gabonais qui sommes là, mais je veux dire, le tissu économique, il est là, l'activité économique nous regarde, le marché nous observe, mais que faisons-nous? Que faisons-nous pour nous approprier justement l'économie, au-delà du fait que, bon, certains pourraient dire que l'État ne fait pas grand-chose ou ne ferait pas plus que ce qu'elle fait aujourd'hui pour encourager l'entrepreneuriat. Au-delà de ça, nous, en tant qu'agents économiques, nous devrions imaginer des mécanismes nous permettant justement de nous approprier cette activité économique-là.
Alors, je vais du principe que en économie, on dit que avant de créer des unités de consommation, il faut d'abord créer des unités de production. Je prendrai le cas des employés. Une personne qui trouve un emploi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut faire aujourd'hui. Elle veut d'abord trouver un logement décent, elle veut équiper son logement. Cette personne-là veut également avoir un confort de déplacement, notamment en prenant un crédit pour s'acheter peut-être un véhicule. Là, on est toujours dans les unités de consommation parce que un loyer qu'on paye tous les mois, c'est de la consommation. Tous les biens qu'on achète pour mettre dans une maison, c'est de la pure consommation. Un véhicule, s'il ne permet pas de gagner de l'argent, ben, c'est de la consommation. Donc, vous voyez, tout cela, on passe du temps à créer des unités de consommation sans être certain que le salaire que nous avons, il va être pérenne et qu'il va s'améliorer. Donc, on passe le temps à créer des unités de consommation et très peu des unités de production. Aussi bien les gouvernants que les agents économiques, nous devrions plutôt voir les choses autrement. C'est-à-dire que si je trouve un emploi aujourd'hui, peu importe le revenu que j'ai, je devrais plutôt me concentrer à créer des unités de production. C'est-à-dire, est-ce que je peux me lancer dans un petit business? Est-ce que je peux faire une tontine? Est-ce que je peux développer une petite activité génératrice de revenus? Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'on ne sait jamais, le marché de l'emploi, il est très instable dans tous les pays du monde et donc à tout moment, l'entreprise peut fermer et dans ce cas, on perdrait donc ce confort éphémère-là. Donc, il faut qu'on se lance dans les unités de production de plus en plus que dans les unités de consommation. Cela implique donc la privation. Il faut donc se priver au maximum pour dépenser moins en termes de consommation, mais plutôt investir en termes de production. Le deuxième principe, c'est que pour créer justement ces unités de production-là, ben, il faut déjà avoir une vision. Il faut avoir de la volonté et il faut avoir du courage. En somme, ben, il faut avoir ce qu'on appelle un why, une raison valable, une raison profonde pour laquelle on veut se lancer dans la création des unités de production. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on va se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est parce que je voudrais participer à créer plus d'emplois, à diminuer le chômage? Est-ce que c'est parce que je voudrais participer à améliorer le produit intérieur brut dans mon pays? Est-ce que c'est parce que je veux créer une indépendance, je ne veux plus être salarié ou je veux préparer ma retraite? Autant de raisons valables qui peuvent pousser les uns et les autres à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas faire du suivisme, parce que certains font du suivisme en voulant copier certains qui ont mûrement réfléchi et finissent par perdre un peu de leur argent durement gagné. Donc, il faut avoir un état d'esprit, donc un mindset d'entrepreneur. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas se lancer dans la création des unités de production si on n'a pas un état d'esprit d'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est comme un thermomètre. Hein, voilà, la température, on la vérifie à tout moment, elle monte, elle descend. Donc, si on n'a pas cet état d'esprit, ça va être difficile. Donc, ça, ce sont des principes. Hein. Le troisième principe, c'est que pour créer des unités de production performantes et centenaires, ben, bien entendu, il faut se former. Et nous, on a constaté que la plupart des entrepreneurs dans nos pays, notamment au Gabon, une fois qu'ils ont créé une entreprise, ils ne se forment plus. Ils estiment qu'ils ont un business et dans ce cas, la formation n'est plus au rendez-vous. Si vous regardez bien les hommes d'affaires les plus prospères au monde, ils passent du temps dans les séminaires parce qu'ils savent que le monde évolue, ils savent que les mentalités évoluent et donc il faut adapter les produits et les services à ces nouvelles mentalités. Il y a de nouvelles générations qui arrivent et donc si on ne se forme pas en tant qu'entrepreneur pour être au fait de tout ce qui se passe, on ne pourra donc pas innover parce qu'un entrepreneur doit innover en permanence. Et un entrepreneur, il doit s'adapter à l'évolution de ce monde-là. Donc, si on ne s'adapte pas, on ne régresse, on ne stagne même pas, mais on régresse complètement et on n'avance pas. Donc, on a des entrepreneurs qui ont la volonté et pourtant de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont développé des business, mais qui échouent à cause du manque de formation et le manque d'innovation et justement l'absence d'adaptation à l'évolution du monde. Vous avez vu avec le coronavirus, lorsqu'il est arrivé, beaucoup de personnes ont imaginé que c'était la fin du monde, qu'il n'y aurait plus rien, tout le monde était en confinement et donc on a eu l'impression que plus rien n'allait marcher. Alors, le contraire s'est produit parce que il y a eu beaucoup d'activités qui se sont créées pendant le coronavirus. Il y a beaucoup
de services qui ont été développés, il y a eu la digitalisation qui est venue en force, et puis il y a des personnes qui sont devenues de plus en plus riches pendant cette période de coronavirus. Et c'est inimaginable que certaines personnes soient devenues riches pendant cette période-là et que d'autres aient pris pour prétexte le fait que le corona est là, et donc on ne peut pas du tout développer son business. Et dans ce genre de circonstances, on dit souvent que je préfère être du côté de ceux qui vendent les mouchoirs que du côté de ceux qui pleurent. Parce que dans les cas de pandémie comme ça, certains pleurent et d'autres vendent les mouchoirs. Oui, un peu. Et suite donc à tous ces constats-là, Actif Conseil, qui est un cabinet d'assistance comptable, juridique et fiscale, a mis en place en 2017 à Libreville un programme justement gratuit d'éveil entrepreneurial, dont le but voilà, est de former des jeunes, en tout cas des Gabonais. Et à ce jour, grâce à cette caravane, 3000 personnes ont déjà été formées, un peu plus que 3000 ont été formées. Et le but, c'est de susciter vraiment l'esprit d'initiative privée. Il faut créer plus d'entrepreneurs si on veut développer le tissu économique, si on veut développer l'entrepreneuriat, si on veut créer plus d'emplois. Il faut faire donc la promotion de l'auto-employabilité, l'appropriation de notre économie. Et puis, il faut développer des réseaux, donc de tous les mécanismes privés de financement, parce que les banques ont du mal à financer aujourd'hui. On n'arrive pas à aider les entrepreneurs à se lancer dans les secteurs qu'ils imaginent développer. Et on a ce souci donc de financement. Et donc, cette caravane-là, qui a déjà formé à peu près 3000 personnes, qui se fait depuis 2017, justement, suscite cette façon de faire. Et donc, cette caravane-là prend justement la solidarité, le patriotisme économique et financier. On va insister sur ces thèmes-là parce que pour moi, la solidarité puise son origine avant notre arrivée terrestre. Parce que nous avons été conçus dans la solidarité. Nous avons passé 9 mois dans la solidarité dans le ventre de notre maman. Nous sommes nés dans la solidarité parce qu'il faut au moins une sage-femme pour nous accueillir. Nous avons été élevés dans la solidarité. Malheureusement, à un certain moment de la vie, lorsque nous devenons des adultes, nous oublions donc cet instrument qui est la solidarité et l'égoïsme prend un peu plus de place. Et du coup, on n'arrive pas à développer justement ce sentiment de fierté, d'appartenance au pays qui est le patriotisme, hein, et qu'on peut être solidaire tout en développant l'esprit d'appartenance, de fierté du pays pour que notre économie se développe et que ceux qui ont les moyens financiers, et là, je m'attaque donc à la partie patriotisme économique et financier, ceux qui ont les moyens financiers, justement, se mettent à la disposition de ceux qui ont des projets, parce que certaines personnes ont de l'argent, mais n'ont pas d'idées pour fructifier leur épargne. Et il y a par exemple les business angels, c'est des personnes qui ont de l'argent, mais qui cherchent simplement à financer des projets. On doit développer un réseau de business angels. On doit pouvoir développer la finance alternative, notamment à travers le crowdfunding, qui existe dans plusieurs pays. Je prendrai pour référence la France, qui finance à peu près 30 000 projets chaque année grâce à cette finance alternative. Et, les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ont misé sur les tontines. Il y a beaucoup d'activités comme ça qui peuvent aider à trouver des financements, mais on est toujours confronté à l'état d'égoïsme généralisé. Je le dis parce que ça fait 20 ans quand même que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait 20 ans que je coach et je forme des entrepreneurs et je me rends compte que chacun veut créer son entreprise, chacun veut être PDG de sa propre entreprise, mais en même temps, chacun veut avoir les financements de manière privée, alors qu'il est plus facile de se mettre en groupement d'intérêt économique pour monter des projets beaucoup plus importants et espérer recevoir donc du financement. Donc la solidarité ici existe depuis longtemps. Il faut simplement rappeler que cela est important. Et le patriotisme, c'est se dire mais comment est-ce qu'on peut observer notre paysage économique comme ça et ne pas pouvoir s'organiser fièrement pour que nous puissions occuper ce terrain-là. Il y a par exemple des activités qui sont laissées complètement entre les mains des non-Gabonais, mais en même temps, les Gabonais se plaignent qu'il n'y a pas d'emploi et que les expatriés occupent tous les secteurs d'activité. Combien de Gabonais sont des cordonniers?
Combien de Gabonais ont ouvert des boutiques comme le boutiquier du quartier? Combien de Gabonais prennent des poussettes tous les matins pour alors vendre du café comme font les autres? Parce que en se renseignant auprès de ces personnes-là, celui qui vend son café du matin au soir, écoutez, à la fin de la journée, il a entre 15 et 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, en 30 jours, ça fait quand même 600 000 francs CFA. Et 600 000 francs CFA en une année, ça fait quand même 7 200 000 de revenus. Alors, cette personne qui gagne 600 000 francs CFA par mois en poussant sa petite brouette, je ne sais pas ou quoi, et qui vend du café, mais si cette personne arrive à utiliser correctement son argent, et là on rentre maintenant dans l'éducation financière, cette personne va créer un réseau de vendeurs, va pouvoir investir dans le bâtiment et dans bien d'autres choses. Et vous verrez que dans 10 ans, cette personne sera très riche. Mais nous qui sommes sur place, on se plaindra qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a pas d'emploi. On attend tout de l'État, on attend que les textes soient mis en place pour que les Gabonais se lancent dans l'entrepreneuriat. On attend qu'il y ait un décret qui dise que voilà, à partir d'aujourd'hui, les Gabonais doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça n'arrivera jamais. Nous avons oublié que le jour où nous sommes venus sur Terre, le premier exercice que nous avons fait, c'était d'abord l'observation. Est-ce que nous observons que le marché, il est là, que l'économie a besoin juste de nos bras, de notre intelligence et de notre solidarité pour que nous puissions nous l'approprier et que nous puissions le développer. Donc, il y a des choses à faire et la solidarité et le patriotisme économique, c'est juste vraiment une interpellation, c'est une invitation à nous rassembler pour nous approprier notre économie et que nous mettions en place des mécanismes de financement. Donc, nous devons absolument procéder à une mise à jour de notre état d'esprit. Nous devons chasser l'égoïsme, on voit plutôt le partage des connaissances et le partage sur bien d'autres secteurs. Hein. La solidarité, le patriotisme économique et financier prônent justement la fédération des volontés qui sont plutôt orientées valeur ajoutée parce qu'on peut fédérer des gens, mais qui n'ont pas forcément cette tendance de créer de la valeur ajoutée sur notre économie. Et j'insiste en disant que nous devons développer la finance alternative, vu qu'aujourd'hui, nos banques qui sont en surliquidité ne parviennent pas à prêter au plus grand nombre pour des raisons diverses. Hein. Je ne les accuse pas non plus, mais ces banques ont des raisons bien précises, parce que j'en connais aussi, qui sont prêtes à financer, mais il y a des entrepreneurs qui ne présentent pas tous les documents exigés. Donc, pour clôturer cette intervention, je voudrais simplement nous inviter à cultiver l'esprit justement de la solidarité, du patriotisme comme c'est affiché ici, parce que c'est en le faisant ensemble que nous allons pouvoir développer notre économie, que nous allons pouvoir nous approprier notre économie. Nous n'avons pas l'ambition de nous débarrasser de nos amis venus d'ailleurs et qui nous aident à développer notre économie. Au contraire, nous devons nous rapprocher d'eux pour apprendre d'eux et ensemble pouvoir développer notre économie et éviter finalement de parler de chômage, éviter de parler de Gabonais économiquement faibles et éviter de parler de pauvreté dans nos familles. Comme je l'ai dit, c'est à la 6e génération que la pauvreté est chassée définitivement d'une famille. Donc, nous serons responsables de la pauvreté si nous ne faisons pas preuve de solidarité, de patriotisme économique et financier. Donc, voici en quelques minutes ce que j'avais à partager avec vous dans le cadre de cet échange. Je suis donc à votre disposition si vous avez des questions ou des compléments d'informations à faire. Voilà, allez-y. Merci, Monsieur Urbain, mais on constate que vous avez dépassé les 10 minutes prévues. Et bon, grave. Et donc, c'est aux questions. Nous avons Monsieur Jugla qui posait une question. Monsieur Jugla, vous avez la parole. Bon, bonsoir d'abord. Bonsoir. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Merci pour cet exposé. Moi, j'ai retenu l'expression patriotisme, parce que le patriotisme, c'est déjà un tout. C'est avec le patriotisme qu'on construit tout. Le patriotisme amène à cultiver
nous amène vers le civisme. Je pense que nous devons d'abord mettre en place dans notre pays une politique nationale de construction citoyenne et patriotique pour que chacun s'imprègne réellement de ce que c'est notre pays et pour arriver au patriotisme économique, comme vous le dites. Parce que si nous si nous ne savons pas qui nous sommes, je ne pense pas qu'on pourrait prospérer dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de 120 000 entreprises créées depuis un moment. Pour quel résultat? C'est ma question pour ce soir. D'accord, écoutez, merci pour votre intervention. Évidemment, on ne peut pas parler de patriotisme économique et financier si nous n'avons pas développé d'abord personnellement et ensuite collectivement cette fibre patriotique-là. On parle bien du civisme, hein, parce que le pays, il nous appartient et c'est à nous de développer aussi les réflexes qui nous aident à développer notre économie. Alors, en parlant de 120 000 entreprises, c'est un constat, c'est le constat qui est là, justement, que nous faisons tous. Les statistiques nous indiquent que depuis que notre pays existe, à ce jour, il y a 120 000 entreprises qui ont été créées. Évidemment, vous ne pouvez pas voir les résultats, je veux dire, concrets de l'activité de ces 120 entreprises parce que nous avons un gros souci. Le souci, c'est que je ne suis pas certain que ces 120 entreprises exercent en réalité. Je ne suis même pas certain que ces 120 entreprises existent encore. Parce que si vous allez consulter le fichier fiscal, vous vous rendrez compte qu'il y a des entreprises qui existent depuis des années et depuis 10 ans n'ont fait aucune déclaration. Et pourtant, elles existent. Et donc, on ne peut pas ne pas les compter. Sauf que pour ne plus les compter, il faudrait que ces entreprises procèdent donc à leur propre radiation. Il faut déclarer faillite, il faut dire que voilà, je n'ai plus d'activité. Mais dans les fichiers aujourd'hui, on a 120 000 entreprises qui existent. Alors, 120 000 entreprises, c'est un cumul d'entreprises depuis que nous avons commencé à créer des entreprises au Gabon. Mais si nous nous focalisons seulement sur l'année 2020, où on a 1500 et quelques entreprises créées en 7 mois, là, on peut bien se poser les questions. Où sont ces entreprises? Parce que si 1500 entreprises sont créées en 7 mois, ça veut dire qu'il y a au moins 1500 emplois créés. Si chacune des entreprises embauche au moins 2 Gabonais, ça fait 3000 emplois. Et si chacune embauche au moins 4 Gabonais, on est à 6000 emplois. Donc, ça veut dire que 1500 entreprises créées en 7 mois, on aurait à peu près entre 1500 et 6000 emplois en 7 mois. Mais ce n'est pas le cas. Et si vous avez suivi mon exposé, justement, je disais que le plus dur n'est pas de créer des entreprises. Le plus dur, c'est de faire en sorte que ces entreprises fonctionnent, qu'elles créent de la richesse, qu'elles créent des emplois et qu'elles soient centenaires, qu'elles mettent du temps. Alors qu'aujourd'hui, on constate que dans toute l'Afrique, le taux de mortalité, justement, des entreprises avoisine les 80%. Et les entreprises sont créées et entre 2 et 5 ans, elles disparaissent du paysage économique parce que, justement, nous avons un problème de culture entrepreneuriale et nous avons aussi un problème de gestion hein, de nos entreprises, d'où, justement, l'importance de former, de rassembler les entrepreneurs, de les former régulièrement. Et puis, si on parle de solidarité à ce niveau, c'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de faire un transfert de compétences, de former, de coacher, de conseiller, qu'ils le fassent parce qu'il y a quand même des gens courageux. Il y a des Gabonais qui se lancent dans l'entrepreneuriat malgré l'absence de tous ces conseils-là. Mais ils ont besoin à un moment donné d'être encadrés pour qu'il y ait des emplois qui soient créés. Donc, c'est pour répondre un peu à votre question. 120 000 entreprises, pour quels résultats? Vous et moi, nous constatons qu'il y a pas mal de choses à faire encore à ce niveau-là. On n'a pas 120 000 entreprises qui exercent aujourd'hui. Alors, nous prenons un autre intervenant. Y a-t-il quelqu'un qui veut bien poser une question? Alors, est-ce que dans le chat, il y a des questions? Non. Il n'y a pas de questions. Voilà. Alors, monsieur Urbain. Oui. Est-ce que
les PME ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas accompagnées. Pensez-vous qu'elles sont vraiment accompagnées dans notre pays? Alors, je dirais oui et non, parce qu'il existe quand même des textes qui ont été mis en place par nos gouvernants et qui encouragent quelque peu l'entrepreneuriat. Il y a aujourd'hui quand même des organismes qui sont là, qui sont financés par la Banque mondiale, par l'OFMI et même par l'État gabonais pour former des entrepreneurs. Vous avez des incubateurs qui sont là. Vous avez, par exemple, J. Gabon qui est là et qui forme pas mal d'entrepreneurs depuis quelques années, sauf que de ce côté, nous attendons voir encore quelques efficacités qui ne sont pas très palpables, mais il y a des textes quand même. Si vous prenez le Code général des impôts, le Code général des impôts permet quand même aux entrepreneurs, je veux dire, d'exercer un peu plus, je veux dire, correctement. Il y a par exemple l'agrément PME. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont peut-être pas cette information, mais l'agrément PME permet à beaucoup d'entrepreneurs d'avoir accès à beaucoup de facilités hein, sur le plan de l'entrepreneuriat. Hein. Et puis, l'État vous dit, je vous donne ceci, en contrepartie, vous devez créer donc des emplois, je vous permets de ne pas payer, par exemple, la douane pour du matériel que vous allez importer dans le cadre de votre activité, mais vous avez besoin d'avoir cet agrément PME pour vous dédouaner justement de ces obligations-là. Il y a quand même des choses qui sont faites aujourd'hui. Maintenant, de l'autre côté, alors, un entrepreneur qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat doit d'abord compter sur lui-même. Il ne compte pas d'abord sur l'État, il ne compte pas d'abord sur les textes en vigueur, il doit d'abord compter sur lui-même. Quel est l'état d'esprit qu'il a aujourd'hui pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelle est sa vision aujourd'hui de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il s'est entouré des connaissances nécessaires pour se lancer dans un secteur d'activité? Est-ce qu'il a fait une étude de marché? Est-ce qu'il a évalué le secteur d'activité? Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il y a, par exemple, des concurrents sur le terrain? Est-ce qu'il a analysé les concurrents? Est-ce que le produit ou le service qu'il veut lancer est important? Est-ce qu'il est apprécié? Autant de questions qu'il faut se poser. Donc, en fait, chacun a sa part de responsabilité. Je ne dirais pas que l'État n'encadre pas, mais l'entrepreneur, d'abord, devrait compter sur lui-même. Et les entrepreneurs devraient travailler ensemble. Pour connaître les entreprises. Monsieur Urbain, nous avons d'autres questions. Nous allons prendre Monsieur Thiel Véando et Madame Justine qui viendra après. Monsieur Thiel, à vous la parole. Alors, Monsieur Thiel, il doit ouvrir son micro. OK. Bonsoir à Donald Urbain. Merci pour cette brillante présentation qui est déjà assez pertinente. Dans un pays d'économie libérale comme le nôtre, où on accepte l'introduction des capitaux étrangers, le patriotisme économique n'est-il pas une sorte d'obstacle au développement international de l'esprit entrepreneurial de notre pays? Est-ce qu'on ne peut pas le confondre au protectionnisme? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de confusion ou bien une sorte de collusion dans la mise en œuvre de cette politique de protectionnisme-là par rapport à la solidarité économique et financière? D'accord. Voilà. OK, merci. Effectivement, cela peut prêter à confusion, mais il ne devrait pas du tout y avoir de confusion. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas, en fait, d'interdire ou d'éviter qu'il y ait des financements qui viennent de l'étranger. Parce qu'évidemment, nous, on a un pays qui n'est pas industrialisé et on a besoin d'expertise extérieure, on a besoin aussi de financement extérieur pour booster l'industrialisation du pays. Mais si on parle aujourd'hui de patriotisme, de solidarité, de patriotisme économique et financier, c'est pour interpeller les Gabonais, c'est pour interpeller les nationaux à démontrer leur fierté d'être Gabonais en se disant on va se mettre ensemble pour nous approprier l'économie, mais pas dans l'esprit d'empêcher qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent nous prêter main forte pour développer notre économie. Non, non, non. Mais nous passons le temps à nous plaindre que le terrain économique est occupé par les non-gabonais. Alors que faisons-nous? Bien que nous acceptions que les autres viennent nous donner un coup de main. Mais nous devons nous aussi démontrer notre fierté d'être Gabonais en nous mettant ensemble pour nous approprier l'économie, pour développer notre économie ensemble. C'est tout simplement cela. Il ne devrait pas avoir en fait
de confusion à ce niveau-là. OK, merci pour la réponse. OK. Alors, je vois qu'il y a Justine hein, qui a levé la main. Justine, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, Monsieur Urbain. Merci Bonsoir. pour l'exposé et félicitations. Merci. Je vois que vous avez fait ressortir le fait que plusieurs entreprises ont été créées dans notre pays, mais ce que nous constatons est que ces entreprises meurent même avant le premier pas. Et donc, c'est pas évident. On peut dire que c'est un peu normal de constater que beaucoup d'entre eux n'ont pas peut-être pu être régularisés au niveau de la fiscalité. Mais ce que je voudrais peut-être soulever, parce que j'ai constaté que ça soit avec la Banque mondiale, avec la BAD, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font former dans ce secteur-là. Mais sur le terrain, il y a un problème au niveau de l'administration gabonaise. Et il ne faut pas se leurrer. La lenteur administrative impacte énormément et négativement sur nos futurs entrepreneurs, sur ceux-là qui ont la volonté de faire quelque chose ou de vouloir créer quelque chose. Je suis sur le terrain. J'ai créé mon entreprise avec d'autres compatriotes dans le but de vouloir créer des emplois, dans le but de vouloir aider. Mais au niveau de l'administration, c'est vraiment la galère, quoi. Vous avez suivi tout ce qu'il faut comme la régulation, vous avez respecté tout ce que l'administration demande, mais vous déposez un courrier aujourd'hui, vous avez 6 mois pour l'accuser des réceptions. Donc, à un moment donné, même si vous avez des partenaires qui viennent de l'extérieur ou les partenaires gabonais qui vous apportent de l'aide, à un moment donné, vous vous retrouvez endetté parce que vous n'avez même pas pu avoir l'autorisation, surtout pour ceux qui sont, par exemple, dans le secteur de l'exploitation du sable, du gravier et autres. Vous déposez votre courrier à l'administration minière, mais pour avoir l'accusé des réceptions ou avoir quelqu'un qu'on va même désigner pour aller faire une simple visite sur votre site, mais ça va prendre des années, ça va prendre des mois. Et c'est presque dans la plupart des secteurs. Il faut à chaque fois mouiller le maillot, mais les Gabonais ne sont pas comme des Chinois et des Libanais qui ont de l'argent à aller un peu partout dans les administrations. Donc, il va falloir que nous aussi, on essaie d'attirer l'attention de nos chefs de service, de nos directeurs et autres, parce que le ministre n'est jamais peut-être au courant. Peut-être que le ministre ne sait même pas ce qui se passe au niveau du technicien. Donc, nous-mêmes, comme vous avez parlé du patriotisme, ce n'est pas seulement au niveau de ceux-là qui veulent créer des emplois, mais au niveau de l'administration aussi. Vous avez peut-être la chance d'aider un Chinois, mais le Chinois ne va pas créer, ne va pas aider comme le Gabonais qui voulait peut-être avoir l'entreprise dans son propre pays. Vous allez aider un Libanais. Le Libanais va d'abord promouvoir son frère libanais, il ne va pas d'abord penser au Gabonais. Mais quand vous ne voulez pas aider le Gabonais, compte tenu du fait qu'il n'a pas voulu donner quelque chose, vous acheter, c'est un problème. Donc, il va falloir qu'on se batte là-dessus et qu'on se mette ensemble pour essayer de conscientiser ceux qui sont dans nos administrations. Parce que c'est infernal. C'est infernal. Tout à fait. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la parole pour évoquer cette question. D'où la raison pour laquelle je parlais justement du changement de mentalité, hein, de l'état d'esprit. Parce que si on ne fait pas une mise à jour mentale, on ne pourrait pas développer ce tissu économique-là. Et je parle de solidarité parce que si vous êtes dans un secteur d'activité et que vous voulez naviguer tout seul, alors que vous connaissez les difficultés qui tournent autour de votre business, vous aurez du mal à vous développer. C'est pour cette raison qu'il est important de se mettre en association, en équipe, et puis développer des stratégies pour y arriver. Je vous prendrai l'exemple d'il y a quelques années, ici à Port-Gentil, où la mairie avait lancé un appel d'offres dont la valeur était quand même assez importante, c'est chiffré en milliards. Mais moi, j'ai regroupé les opérateurs économiques du secteur du bâtiment, et je leur ai dit,
constituez un groupement d'intérêt économique, vous allez avoir accès à un seul cahier de charges qui vous coûte 400 000 francs CFA. Et si vous êtes à 10, chacun payera 40 000 francs CFA. Et comme ça, vous allez pouvoir monter ce groupement d'intérêt économique et éventuellement avoir accès à ce marché. Et vous allez vous repartir les tâches et donc les revenus. Bah, ils ne m'ont pas écouté. Chacun est allé comme il l'a voulu tout seul. Et chacun a dépensé 400 000 francs CFA pour avoir accès au cahier de charges. 400 000 francs CFA, 10 entrepreneurs, ça fait quand même 4 millions de francs CFA. Et au final, personne n'a obtenu le marché. Vous voyez? Parce que l'égoïsme a pris le dessus sur la solidarité. Donc, il est important quand même de reconnaître que les Gabonais n'aiment pas travailler aussi ensemble à un moment donné. Chaque Gabonais veut créer son entreprise tout seul et chaque Gabonais veut être le président, directeur général même d'une entreprise individuelle et préfère climer tout seul. Le Gabonais préfère être actionnaire à 100% de son entreprise, même s'il n'a aucun bénéfice, que d'être actionnaire à 1% et avoir des bénéfices. Donc là aussi, c'est une question de mentalité. Il y a certes nos autorités, nos gouvernants, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le fait que nous-mêmes, on doit développer des réflexes qui nous aident à mieux nous approprier notre tissu économique. Donc le travail, il est vaste et il est de tous les côtés. Donc merci à ce niveau-là. Alors il y a François qui a levé la main, on va lui donner la parole. François peut déverrouiller son micro. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est Francis. Ah, Francis, pardon. Désolé, excusez-moi. Merci. Le thème est très, très important et très intéressant. Merci à vous, M. Donald. Moi, je vais poser une question. Déjà, je vais vous exprimer d'abord quelque chose, c'est que je n'aime pas trop les conférences qui ont trait aux entreprises parce que souvent, je me dis que les débats sont complètement hors de la réalité du terrain. Parce que moi, je suis un homme du terrain, je vis de ça, je suis un homme d'affaires, hein. Moi, je suis un entrepreneur. Je n'ai jamais travaillé quelque part seulement pour moi-même, en fait. Donc, je vis le terrain au quotidien. Et parfois, quand j'entends des débats, j'ai l'impression que entre les débats, la théorie et la réalité du terrain, il y a un déphasage. En fait. Il y a un déphasage. Je vais aller droit au but. Nous sortons d'une crise sanitaire très grave que le monde entier a connue et le Gabon également a connu cette crise. Les entrepreneurs gabonais, que j'appelle les petits patrons que nous sommes, nous avons subi la crise de plein fouet. Comment de plein fouet? Moi, personnellement, en tant que Gabonais, en tant qu'entrepreneur depuis pratiquement 2010, au sorti de mes études, parce que je suis que dedans. Je n'ai jamais travaillé quelque part que pour moi-même. Donc, moi, je vis de ça, comme je vous ai dit au préalable. Je n'avais jamais connu ça depuis que j'entreprends une telle crise où je me retrouve avec des charges de près de 5-6 millions de loyers, de charges des gens. Je suis obligé de demander aux gens de ne plus venir au travail parce que je ne peux plus là. À un moment, je sens comme si je vais faire un AVC, mais je trouve quand même désolant que l'État, notre pays, regorge des moyens. Nous avons de l'argent dans notre pays. C'est pourquoi je suis parfois un peu révolté contre nos autorités, parce que lorsqu'on suit l'actualité française, on voit un peu ce que Emmanuel Macron fait avec les jeunes entrepreneurs français, tout ça. Il y a une aide. Mais que fait le chef de l'État pour nous les petits patrons? Nous là qui rasons les murs, on rase les murs, M. Donald. On subit ça de plein fouet. Parfois, on n'a même plus rien pour payer nos loyers. Les comptes sont rouges. L'État ne nous aide même pas. L'État ne nous appelle même pas pour nous écouter, pour nous donner même un peu, pour dire que bon, il y a quand même des petits patrons, comment ils font, mais il n'y a rien pour nous. Vous nous parlez de patriotisme économique, qui veut dire solidarité économique. Mais comment voulez-vous qu'on soit patriote, qu'on adhère à ce thème lorsque l'État ne nous aide pas dans ce sens? Maintenant, ma question est de savoir, nous sortons d'une grande crise. Que préconise l'État pour nous, les petits patrons? Parce que nous sommes toujours en plein dans cette crise-là. Nous subissons toujours. Il y a beaucoup là, qui sont des entrepreneurs, qui sont endettés. Voilà ma question. Merci. D'accord. Ben, il fallait poser la question directement.
Ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps, mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors, moi, je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien. Je suis un entrepreneur comme vous. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai appris une chose dans l'entrepreneuriat. Je ne compte pas d'abord sur ce que l'État est capable de faire. Je ne compte pas sur ce que d'autres personnes sont capables de faire. Je compte d'abord sur moi-même et je pense que c'est votre principe aussi. Parce que si vous avez décidé de ne pas travailler pour quelqu'un et de le faire pour vous-même, c'est parce que vous avez souhaité compter que sur vous-même. Donc, si vous avez souhaité compter sur vous-même, ça veut dire que vous êtes une personne capable de vous adapter à toutes les situations, à toutes les éventualités que vous pouvez vivre. La crise, je l'ai dit au début, n'a pas fait que les victimes. La crise a fait aussi des heureux. Il y a beaucoup de personnes qui, malgré la crise, ont trouvé des solutions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit s'adapter à toutes les situations avant de compter d'abord sur l'État. Moi, je ne suis pas l'avocat de l'État. Je sais qu'il y a quelques mesures qui ont été prises par les gouvernants, même si elles sont minimes, elles ne sont pas satisfaisantes pour le plus grand nombre. D'accord, mais dire que l'État n'a rien fait, c'est quand même un peu ne pas reconnaître ce qui a été fait, ne pas reconnaître le peu qui a été fait. Mais moi, je veux dire c'est qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Si vous êtes rendu compte que vous n'avez plus de chiffre d'affaires, si vous n'avez plus de chiffre d'affaires, pourquoi vous continuez à gagner local? Ça, c'est une question qu'on se pose. Je gagne local parce que j'ai espoir que je vais faire un chiffre d'affaires. Bon, l'espoir, ce n'est pas le chiffre d'affaires. L'espoir, ça reste encore une vie de l'esprit. Donc, quand on est un entrepreneur et qu'on se rend compte qu'on n'a plus de chiffre d'affaires et que le local ne nous appartient pas, première chose, c'est qu'on écrit au bailleur pour dire je n'ai plus de chiffre d'affaires, je ne vois pas clair aujourd'hui, je vais d'abord suspendre notre collaboration parce que je ne peux plus payer le loyer. Le personnel, si je ne peux plus le payer pour une raison ou pour une autre, il y a des procédures qui existent au niveau comment s'appelle, au niveau de l'administration du ministère de l'Emploi. Ben, on peut demander des mises en congé technique, on peut demander des licenciements économiques. Il y a autant de choses qui existent pour limiter les dégâts. Parce que conserver un local et du personnel alors qu'en réalité, on n'a plus de chiffre d'affaires, le temps que l'État réagisse, on aura déjà accumulé quand même des dettes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas toujours compter d'abord sur l'État, il faut d'abord compter sur soi-même. Et pour mieux amortir justement ce choc, je parle de solidarité. Pourquoi? Parce qu'évidemment, je connais des entrepreneurs qui ont fini par se mettre ensemble durant cette période de crise. Certains qui étaient dans le même secteur d'activité se sont dit, bon, écoute, moi, je ne peux plus payer un local, je ne peux plus payer du personnel, on va plutôt unir nos efforts pour qu'on ait un seul local. Et puis, on va remercier le personnel qui n'est plus essentiel et on va réduire les charges, on va travailler. Et quand l'activité va reprendre, ben, on va revoir les choses autrement. Donc, un choc. Monsieur Urbain, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écouter vos réponses parce qu'il y a des mains levées en souffrance? Oui, je vois les mains levées et je suis en train de répondre justement à ce monsieur pour terminer sur cette question-là. Et j'en avais terminé déjà. Merci. Et donc, on va donner la parole à monsieur Yves. Alors, vous avez la parole. Vous avez la parole, monsieur Yves. Faut qu'il désactive le micro. Monsieur Yves, vous avez la parole. Alors, Madame Justine, à vous la parole. Oh, excusez-moi, j'ai dû oublier ma main levée. Ah, ok. Excusez-moi. Mais je voudrais quand même dire que c'est pas parce qu'on n'est pas ensemble qu'on n'a pas droit à son accusé des réceptions, on n'a pas droit à une visite quand on demande, surtout quand on est dans certains secteurs, parce que dans certains secteurs, on ne peut pas le faire seul. On a toujours besoin d'autres compatriotes avec nous. Et si votre dossier se retrouve dans une administration et que ça passe plus de 6 mois ou 7 mois, je ne pense pas que c'est par rapport à vous, mais je pense que c'est du côté de l'administration qui ne fait pas réellement son boulot. Parce que moi, j'ai eu à poser la question à certains techniciens. Est-ce que vous avez constaté que quand le président de la République a fait son discours, il a parlé de la création d'entreprises dans certains secteurs et il n'a pas parlé de la création d'entreprises dans d'autres secteurs. C'est tout simplement dans les secteurs où l'administration travaille, les gens arrivent à partir du traitement des dossiers, arrivent à avoir une visibilité sur ce que les entreprises pourraient créer comme emploi
dans leur secteur à telle période, c'est-à-dire en 2020-2021. Donc, ils arrivent à faire cette prévision-là. Et à partir de là, ils donnent l'information au ministre informe le Premier ministre informe le président de la République. Mais si vous, dans votre secteur, vous prenez de la lenteur dans tout ce qui est traitement de dossier, vous aurez du mal. Parce qu'au niveau de l'ANPI, on voit qu'il y a eu des qui ont été créés dans votre secteur. Mais quand on regarde au niveau du secteur même, on ne voit pas la création d'emplois, tout simplement parce que vous laissez traîner les dossiers et à un moment donné, les gars ont du mal à démarrer leur activité. Donc, les gars ont du mal à créer des emplois. Donc, il va falloir que vous compreniez la création d'emplois, ce n'est pas parce que le président de la République a parlé ou parce que le ministre a parlé. Parce que la création d'emplois, c'est comme la création de la richesse. C'est le secteur privé qui crée de l'emploi. C'est le secteur privé qui crée de la richesse. Mais le politique, le président de la République, va essayer de mettre en place des facilités. Mais si les techniciens qui sont dans certains secteurs ne font pas leur boulot, ces entreprises qui ont été créées au niveau de l'ANPI auront du mal à démarrer et les emplois ne seront pas créés. Et la plupart de ces gens-là, deux fois, beaucoup ont été formés. Moi, j'ai eu beaucoup de gens quand j'étais à la Banque mondiale, quand j'étais avec la BAD, on a eu beaucoup de jeunes Gabonais qu'on a formés. Vous avez parlé de GIA Gabon, j'ai des jeunes, parce que moi, j'étais dans des échanges en ce qui concerne GIA Gabon. Il y a des jeunes qui ont pu avoir la chance d'être sélectionnés ou d'être parmi les 5 qui aujourd'hui traînent parce que les dossiers traînent dans les administrations qui veulent s'élancer. Donc, vraiment, c'est pas vraiment le patriotisme, je pense que c'est de deux côtés, hein, que ça soit du côté de l'administration, mais aussi du côté des jeunes, s'ils peuvent être ensemble, s'ils peuvent se regrouper pour faciliter les choses. Il va falloir que vous, quand vous faites vos conférences ou vos conférences des renforcements des capacités, essayez quand même de pousser un peu le vice du côté de l'administration et faites comprendre à l'administration que la création des richesses vient du secteur privé. Et il faut avoir le plaisir ou je ne sais pas, l'habitude de faciliter ce secteur-là. Parce que quand un dossier traîne, c'est la politique du chef de l'État que vous mettez en mal. Merci, Madame Justine Lekogo. Monsieur Aubin, vous voulez répondre ou on passe à une autre question? Non, c'est bon. Elle a dit la même chose qu'on avait déjà dit. OK. Monsieur Thiel, vous avez la parole. Permettez-moi de revenir un instant. Hein. C'est parce que, du point de vue historique, nous remarquons que le Gabon n'est pas un pays de production, mais un pays de consommation. Il n'y a que depuis 2009 où le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a lancé un plan de réforme sur la jeunesse en ce qui concerne la création l'optimisation de l'entrepreneuriat jeune. Jusque-là, on va dire qu'on a du plomb dans l'aile parce que sur les 100%, il y a à peine 0,2% de jeunes qui ont conscience de se lancer dans ce processus-là. Si, Monsieur Donald Urbain, vous avez le chef de l'État en face de vous, en fonction des difficultés de la mise en œuvre de cette politique-là, entrepreneuriale que vous voyez, quel mécanisme pouvez-vous lui proposer afin qu'il mette en œuvre pour avoir au moins d'ici 2023-2025 une hausse de 0,2 à 10, voire 15% pour que les jeunes Gabonais soient financièrement autonomes. Parce que là, il ne faut pas se leurrer, la fonction publique ne recrute plus. Le secteur privé, il y a un problème formation, adéquation, emploi. Et là encore, on ne recrute pas. Ce qui veut dire que dans les 10 prochaines années, nous sommes quelque peu exposés à la création des entreprises en nous-mêmes. Quelles peuvent être, selon vous, vos propositions concrètes au chef de l'État en fonction des engagements qu'il a pris envers les populations? Bien, je vais répondre à la question comme je peux. Merci beaucoup pour cette intervention. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, peu importe les décisions qui pourraient être prises par le chef de l'État, par tous les gouvernants, on a d'abord un véritable problème avec notre état d'esprit. On n'est pas encore, on n'a pas encore l'état d'esprit entrepreneurial qui nous permet vraiment de nous approprier notre économie aujourd'hui. On n'est pas encore à ce niveau-là. On peut mettre
tous les textes à jour, on peut même faire du protectionnisme, on sera toujours buté par le même problème, c'est-à-dire notre mindset, notre état d'esprit. Et c'est là le problème. Comment expliquez-vous que dans un pays comme le Gabon, certains s'en sortent et d'autres ne s'en sortent pas? Il y a des Gabonais qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui s'en sortent très bien. Si vous faites bien la comparaison, vous verrez que ceux qui s'en sortent parfaitement, ce sont des gens qui ont l'esprit entrepreneurial, ce sont des gens qui ont le mindset, ce sont des gens qui se forment régulièrement. Il faut multiplier aujourd'hui les possibilités de formation, de coaching, d'accès au crédit plus tard, parce que l'aspect financier n'est finalement pas l'aspect le plus important. Il fait partie des aspects importants, mais ce n'est pas le plus important. On a aujourd'hui des jeunes qui ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils ne savent même pas dans quel secteur d'activité se lancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit observer l'environnement, on doit savoir si ce qu'on veut proposer comme produit ou service est vraiment demandé par les consommateurs. Est-ce qu'on est dans un environnement où il y a des concurrents ou pas, ainsi de suite. Moi, si je serais en face du chef de l'État, ce serait de lui proposer de continuer à vulgariser ce qu'il a déjà mis en place et d'instruire justement tout son gouvernement pour que tout le monde communique de la même manière afin que quand on parle d'entrepreneuriat, que ça résonne dans notre esprit, même dans notre sommeil, et qu'on se rende compte que ce pays nous appartient. Et si nous, on ne se lève pas pour le développer, sur le plan économique, sur le plan financier, personne d'autre ne le fera. Je n'ai pas une proposition différente à lui faire, c'est juste de l'inviter, d'intensifier la communication. Ok, monsieur Andesco, vous avez la parole. Monsieur Thiel, c'est bon, monsieur Andesco a la parole. Oui, il est un peu trop idéaliste là. Ça marche pas depuis là. Il a fait ça, le chef de l'État. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut c'est autre chose là. Non, mais le chef de l'État, lui, il propose quelque chose et c'est pas lui qui passe sur le terrain. C'est pas lui qui va aller dans l'esprit de chaque Gabonais pour dire aux Gabonais, voici ce qu'il faut faire. Lui, il a proposé quelque chose. Les Gabonais doivent se saisir de cela. Maintenant, si les Gabonais se rendent compte que ça ne marche pas, alors on se rassemble et on écrit au président de la République pour dire que bon, ça ne marche pas. Mais on ne peut pas rester là à simplement dire que ça ne marche pas, alors que lui, il pense peut-être qu'on est en train de travailler là-dessus. Ça, c'est mon point de vue. Monsieur Andesco, vous pouvez activer le son chez vous, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Activez le son. Oui. D'accord, c'est bon. D'accord, c'est le président de la VAP du côté de Mayumba, Monsieur Mouissou Jocelyn. En fait, j'ai un tas de choses à m'expliquer. Le Gabon, aujourd'hui, nous souffrons. Rentrer dans comment on appelle ça, l'organisation ou bien les organisations, c'est difficile parce que le droit gabonais, il faut d'abord l'apprendre, il faut aller à l'école pour l'apprendre. Alors, l'entrepreneuriat que nous voulons apprendre, est-ce que cela nécessite aux Gabonais? Pourquoi le Gabon aujourd'hui n'a pas des écoles pour les plus faibles, ceux-là qui ne maîtrisent pas en fait l'entrepreneuriat gabonais? Parce qu'il y a un droit. Je vais créer mon business, il faut par exemple avoir quoi? Il faut avoir l'agrément. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle l'agrément. Il faut avoir un tel document. Je ne connais pas comment cela s'appelle. Nous sommes du côté de Mayumba. Il faut parcourir des chemins pour l'avoir. Alors, qu'est-ce que l'État pense pour des villes, non plus pour des villages reculés au bas-fond du pays? Qu'est-ce qu'on en pense pour ces derniers? Comment faire? Est-ce qu'il faut courir à chaque fois venir nous faire encaisser de ce qui se passe dans le Gabon? Par exemple, moi, je peux créer mon business existe, et que ce sont les autorités qui viennent m'occuper, me dire voilà, il faut payer les patentes, il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer. Alors que je suis en plein chemin, je veux m'organiser à nouveau. Comment faire? Est-ce qu'il faut créer une réorganisation pour ces personnes qui vivent dans les bas-fonds du Gabon? Parce que tout ce qui s'organise, vous allez à la gendarmerie, on vous dit pour avoir tel document, il faut aller du côté de Tchubanga. Tchubanga va vous envoyer à Libreville. Comment faire pour ces derniers? Ok. Merci d'avoir pris part à cette rencontre depuis Mayumba. Ça prouve qu'il y a des jeunes qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça aussi. Nul n'est censé ignorer la loi, même si Mayumba est au fin fond du Gabon, mais nul n'est censé ignorer la loi. La loi existe pour tout le monde, donc il faut simplement aller vers l'information.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai déjà répondu à cette préoccupation. Celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit se former, doit se renseigner auprès des personnes qui peuvent le faire. Si aujourd'hui, il n'y a pas de structure d'encadrement au niveau du Mayumba, ben, il faut voir des personnes qui sont au Mayumba qui peuvent faire ces formations-là. Je pense bien qu'il y a un incubateur. J.A. Gabon est présent dans la Nyanga. Donc, il faut se renseigner où se trouve J.A. Gabon dans la Nyanga pour suivre des formations. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation-là. Dans tous les cas, c'est une question d'état d'esprit. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que je me forme, tout simplement. Très bien, merci Monsieur Urbain. Nous allons passer la parole à Monsieur Jean Arsène et à Monsieur Ralph Mbomba. Donc, 2 questions pour aller un peu plus vite, Monsieur Urbain. C'est possible? Oui, pourquoi pas. Merci. Monsieur Jean Arsène, vous avez la parole. Hein? Monsieur Jean Arsène. Il est parti. Monsieur Ralph, vous avez la parole. Je tiens à féliciter le groupe Édifice commun pour l'initiative qu'ils ont eu à prendre. Cela permettra à mieux comprendre certaines choses parce que chacun d'entre nous, on ne maîtrise pas certains domaines. Et puis, féliciter aussi notre hôte qui a bien voulu essayer de nous faire partager son expérience. Mais ce que moi je voulais dire, c'est pratiquement au niveau de la solidarité économique, comme vous le soulevez si bien. Mais malheureusement, c'est le secteur minier. Donc, par exemple, moi, je me suis exercé sur le transport, la logistique pour fournir des camions au niveau de Grenoble. Malheureusement, j'ai été buté à un point, c'est que je n'ai pas avec mes différents partenaires, nous avons été butés sur le financement. Nous avons apporté notre pourcentage pour pouvoir avancer, mais malheureusement, après les banques n'ont pas voulu nous accompagner parce qu'ils nous disaient qu'il fallait avoir un contrat, c'est là, on avait déjà un camion et on voulait déjà signer un contrat pour se lancer. Malheureusement, je pense qu'à la fin, parce que on a essayé de mais c'est... On vous entend très mal. Hein? Donc, par rapport à ça, par rapport à ça, on va désactiver Monsieur Ralph. Oui, ça passe très mal. Puisqu'on ne l'entend pas. Alors, on va prendre Monsieur Brice. Oh, dommage. Monsieur Brice, vous avez la parole. Nous allons désactiver Monsieur Ralph. Il peut éventuellement écrire son message. Oui, parce qu'on n'entend pas du tout. Ouais. OK. Bonsoir à tous. Vous me saisissez? Très bien. Oui. Bonsoir. OK. Ben, c'est déjà un réel plaisir d'avoir pris part à cette conférence. Et je tiens personnellement à féliciter ici notre conférencier, Donald. Très cher frère, félicitations encore pour ton exposé. Merci. Et en fait, je pense qu'on a été plus ou moins éclairé face à la thématique qui est développée ce soir. Je voudrais simplement ici faire une suggestion pour certainement les prochaines séances. C'est-à-dire ce que moi je suggérais, c'est pour ce genre d'initiative, il serait souhaitable aussi que l'on puisse impliquer les pouvoirs publics. Donc, sur cet patriotisme économique et financier, ben, la présentation était très bien, a été plus ou moins éclairée. Aussi que du côté du gouvernement, il y a un représentant qui puisse venir un peu en complément, pouvoir répondre à certaines préoccupations ici des jeunes entrepreneurs que nous sommes.
Parce que là, on a notre conférencier qui essaie de répondre aux questions et en même temps qui essaie de répondre à la place du gouvernement. Bon, on comprend que ce n'est pas toujours aisé, ce n'est pas toujours facile, mais moi, je proposerais quand même que pour l'avenir, à l'avenir, on puisse, n'est-ce pas, impliquer au moins le gouvernement, un représentant au moins du gouvernement dans un domaine bien précis, notamment en lien avec le thème qui est développé, qui puisse également venir aussi débattre, éclairer l'opinion, quoi. C'est ce que j'avais à dire comme ce que j'avais à faire comme proposition. Merci, M. Brice. Nous allons donner la parole à M. Jean Arsène. M. Jean Arsène, veuillez activer votre micro. Oui, bonsoir, mon micro, il est activé. D'accord. Wow. On vous écoute. Monsieur Jean Arsène, son micro est coupé à nouveau. Alors qu'il dit. Jean Arsène, désactivez votre micro. Oh, okay. Allô, c'est bon? Vous m'écoutez? Oui, on m'entend. Oui. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations pour l'organisation de Arsène. Je suis aussi entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 2016. En 2016, j'ai eu mon Master 2 et ça a été difficile pour moi de pouvoir trouver de l'emploi. Mais j'ai fait plusieurs stages dans plusieurs entreprises de la place. J'étais à Shell. J'ai fait 1 an de Shell et j'ai eu comme ça mes per diem, mon argent lié à mes stages. Et je me suis lancé dans une activité au niveau du centre-ville. Au niveau du centre-ville, c'est une petite anecdote que je partage. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat au niveau du centre-ville, juste à la descente on va dire, au niveau de l'ambassade du Sénégal. Vous avez vu, il y a des box sur le côté de BGD. Voilà, il y a des étrangers qui sont là. Et moi, j'étais le seul Gabonais à être dans les parages. J'ai fait ma fiche circuit. J'étais en toute légalité. J'ai fait ma fiche circuit. Mon business, ça s'appelait à l'époque Robot Service. Et j'ai fait là 5 mois, pendant lesquels j'ai gagné 3 millions. Et un matin, la mairie de Libreville est venue. La mairie de Libreville a cassé. Elle a cassé mon box, donc tous mes investissements. Et je me suis retrouvé à zéro. J'avais investi 2 millions à l'intérieur et je me suis retrouvé à zéro. Et j'ai écrit à Madame la mairesse, à l'époque Madame Rose, je pense, Osuka, et rien n'a été fait. On m'a mis en place, on m'a mis un monsieur, un enquêteur, qui m'a baladé, et à la fin, je me suis découragé, j'ai laissé tomber. Et je me suis lancé dans un autre business. En fait, pourquoi je parle de ça? C'est bien beau, on dit toujours que les jeunes Gabonais ne veulent pas entreprendre, les jeunes Gabonais ne veulent rien faire, mais lorsque les jeunes Gabonais se lèvent pour faire des choses, et peut-être que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Il y en a beaucoup qui ont vécu ce genre de scène. Lorsque ça m'est arrivé, je me suis retourné vers les autorités pour leur exposer le problème. J'ai écrit. On aura l'occasion peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous présenter tout ça, mais malheureusement, rien n'a été fait. Les autorités veulent aller de l'avant, mais on a en face de nous des autorités qui sont toujours complètement en train de nous foutre les bâtons dans les roues. Donc, c'est bien beau de nous parler de patriotisme économique, parce qu'on veut bien nous fédérer. Parce que moi, aujourd'hui, je prends l'exemple sur les Ouest-Africains. Ils viennent au Gabon, ils n'ont pas grand-chose, mais ils s'en sortent. Ils s'en sortent pourquoi? Parce que justement, ils ont des frères qui, lorsqu'ils arrivent, les mettent dans les conditions, et puis après, par la suite, les gars, ils s'en sortent. Mais nous, déjà, nous-mêmes, quand on veut nous en sortir, j'ai bien aimé la réponse de M. Donald tout à l'heure lorsqu'il disait que c'est vrai que les Gabonais ont du mal à se rassembler pour faire du business ensemble. Mais maintenant, quand un Gabonais, par exemple, arrive à trouver, lui, ses fonds, à se lancer dans les affaires, et que c'est l'État qui vient casser, sans motif, sans véritable raison, et on casse un Gabonais, on laisse des étrangers. Qu'est-ce qu'on veut? En fait, concrètement, qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? Que les Gabonais ne puissent pas entreprendre dans leur pays, que ce soit d'autres personnes qui entreprennent? Ça, c'est de 1. Lorsque j'ai terminé, lorsque j'ai été cassé, je ne me suis pas arrêté en chemin. J'ai postulé au concours de la SING, la Société d'incubation numérique du Gabon. Et j'ai réussi à ce concours, je suis rentré. On a fait quoi? 3 ou 4 mois de formation. Et lorsqu'on rentre à la SING,
chaque entrepreneur a au moins 10 millions que l'État gabonais et la Banque mondiale mettent à sa disposition pour développer son projet. Moi, je suis rentré avec un projet de covoiturage, particulièrement du covoiturage. Mais lorsqu'on rentre à la SING, par exemple, on se rend juste compte que, eh ben, les 10 millions qui sont mis à notre disposition, on nous parle de formation, mais lorsqu'on regarde les formations, c'est sur 3 mois. Mais pensez-vous que 10 millions, avec 10 millions, on peut faire des formations sur 3 mois et puis ne rien avoir, par exemple, pour lancer un site Internet ou pour lancer une application, et que c'est encore nous-mêmes, les Gabonais, qui devons sortir de l'argent. Pour ce qui est de mon cas, j'ai sorti moi-même de mon propre argent pour développer mon application. J'ai sorti mon propre argent pour développer mon site Internet. Alors que normalement, dans les 10 millions qui avaient été donnés par la Banque mondiale et l'État gabonais, on devait normalement avoir à développer un site Internet et une application. Et on sort de la SING. Et ils sont plein de jeunes Gabonais qui sont rentrés à la SING, qui n'avaient pas de moyens, et qui sont rentrés, ils ont juste eu des formations, et qui sont sortis en fait comme s'ils n'avaient jamais été dans un programme d'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est bien, mais si on veut devenir de véritables entrepreneurs, je pense qu'il faut aussi que lorsque l'État, par exemple, c'est une bonne initiative. La SING est une très bonne initiative de l'État gabonais avec la Banque mondiale. Mais par derrière, il faut que l'État regarde, il faut que l'État soit regardant de comment la SING, de comment les gens qui gèrent la SING, par exemple, arrivent à mettre en place ce programme et s'ils sont vraiment, en fait, si les gens sont vraiment sérieux, si on veut vraiment, en fait, à terme sortir des entrepreneurs. Parce que si on met 10 millions, on met 10 millions pour les formations, quelqu'un rentre à la SING et normalement, dans les 10 millions qui sont donnés, normalement, il y a les formations et il y a des prototypes. Mais quand nous, on rentre à la SING et qu'on nous donne 10 millions et que les 10 millions ne servent que pour les formations et pour le local que nous devions louer pour les 3 mois et à terme, quand on sort, on n'a pas d'application, on n'a pas de site Internet. C'est comme si, en fait, et les formations, excusez-moi de vous le dire, on peut les trouver sur Internet. C'est-à-dire que si on va seulement pour les formations à la SING et qu'on sort sans rien, quand l'État débourse de l'argent pour les jeunes Gabonais, c'est qu'il y a un souci quand même. Il y a un souci de traçabilité de l'argent. Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc tout ça, c'est important à regarder. C'est pas seulement pour dire que les jeunes Gabonais ne veulent pas entreprendre. Mais voilà, en fait, excusez-moi d'être lent, mais c'est juste pour vous dire qu'il y en a de Gabonais qui veulent entreprendre, aidons-les, mettons tout en œuvre pour les aider. Et l'État doit être regardant sur ce qu'il met en œuvre pour que les jeunes Gabonais sortent. Merci Jean-Arsène. Merci beaucoup. Alors, je vais réagir rapidement. Je vais donner la parole à M. Urbain. Oui, je vais réagir très rapidement. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Et donc, vous avez la parole, après quoi je vais conclure. Merci. J'aurais souhaité qu'on reste encore plus longtemps parce qu'effectivement, c'est passionnant lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Et surtout, lorsque nous avons des entrepreneurs dans la salle, j'ai l'impression que chacun veut poser son problème à lui. Alors qu'on n'est pas là pour les problèmes personnels, on est là pour parler de solidarité, de patriotisme économique et financier. On est là ce soir, c'est pour interpeller les uns et les autres à la solidarité et puis comprendre qu'une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat sans s'entourer de tous les outils dont on a besoin. C'est très, très, très important. Une entreprise qui se veut performante, elle doit justement avoir toutes les autorisations. Si vous exercez sur le trottoir, ben, il faut avoir l'autorisation d'exercer sur le trottoir. Même si vous avez l'autorisation d'exercer sur le trottoir, il faut souscrire à une assurance pour votre business. Parce que si vous êtes cassé, si vous êtes inondé, s'il y a un accident, s'il y a plein de choses, il y a tellement de choses à voir. Donc aujourd'hui, on parle d'incitation à se mettre ensemble pour développer le tissu économique du Gabon, pour que notre fierté, notre patriotisme nous aide à nous rassembler, pour que nous puissions nous approprier l'économie et le développer. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir prendre toutes les autres questions et de répondre à toutes les questions intégralement parce qu'effectivement, nous avons pris beaucoup, beaucoup de temps, c'est passionnant, mais on pourrait revenir plus tard pour des questions vraiment spécifiques. On verra avec l'équipe d'Édifice commun comment est-ce que cela pourrait être possible d'évoquer les questions vraiment pratiques, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, très importantes, mais vraiment, pour ma part, c'est un plaisir d'échanger avec vous et j'espère vous retrouver prochainement pour continuer. Alors, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Donc, l'émission est terminée et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.